Bienvenue à l'atelier du groupe de travail santé de l'Institut des actuaires français. C'est un atelier qui concerne absolument tout le monde, non seulement dans cette salle, mais aussi dans cette journée 100% actuaire, puisque de deux choses l'une. Soit vous travaillez sur l'actuariat santé et on va vous répéter que votre métier est absolument génial, soit vous ne faites pas d'actuariat santé, mais de toute façon vous avez une complémentaire santé et on va vous expliquer pourquoi votre cotisation va augmenter l'année prochaine et donc vous saurez pourquoi vous râlerez. Alors, l'actuaire santé est un actuaire du risque, non seulement parce qu'il fait une présentation dans cet atelier, mais également parce qu'il doit jongler avec une dizaine de balles. Il vaut mieux pas qu'il en fasse tomber une par terre, parce que s'il en fait tomber une par terre, c'est qu'en fait, il n'a pas bien fait son job. Donc, la première balle, c'est la perception et l'encadrement du risque. On pourra s'accorder sur le fait que la santé est un aléa. On pourra aussi s'accorder sur le fait que les prestations complémentaires santé sont un aléa corrélatif de la santé, mais qui n'ont absolument aucun lien linéaire avec la santé. C'est-à-dire qu'on peut être en très bonne santé, aller voir son généraliste 20 fois par an, et en mauvaise santé, ne pas se soigner. Ces prestations complémentaires santé se diluent, si l'on peut dire, à travers une vingtaine de petits sinistres par an et par personne. C'est une moyenne, il y a une très forte volatilité. C'est plutôt rare en assurance quand même. En assurance, on a en général des fréquences inférieures à 1 par an. Là, sur les consultations sur la pharmacie, on a régulièrement des fréquences supérieures à 1. En France, on ne fait pas de sélection médicale ou de sélection du risque. Et puis, les exclusions sont quasiment inexistantes. Ce qui fait qu'on a peu de moyens d'encadrer ce risque. Et le meilleur moyen de prévoir une masse de prestations associée à un groupe que l'on assure, c'est d'acquérir la connaissance sur les leviers du risque, sur la façon dont les prestations se forment. Alors pour cela, on va tenir compte de tout un tas de paramètres dont mes collègues vont vous parler, qu'il s'agisse de la population, de la réglementation, etc. Et en fait, le caractère passionnant de notre métier, c'est quand même qu'on est en acquisition de connaissances permanentes. Qui dit risque dit surprise. Alors on a en général des mauvaises surprises, des garanties qui sont mal ficelées, des conjonctions, des interactions entre les assurés et les professions de santé qui font le plein de certaines garanties, voire qui sont limite frauduleuses. On a parfois des bonnes surprises, comme c'était le cas au moment de la pandémie. On pensait que ce serait une catastrophe pour les complémentaires santé. Et puis en fait, le confinement a interdit l'accès à l'offre de soins, donc on a fait des bénéfices tout à fait significatifs. Mais comme ça ne se fait pas en assurance santé de faire des bénéfices tout à fait significatifs, la mauvaise surprise, c'est qu'on nous a collé une petite taxe. Voilà. Alors, comme on est actuaire, on essaye d'avoir un petit peu de méthode, et en l'occurrence, un petit peu de modélisation. Je vais vous parler des modèles traditionnels. Il y en a sensiblement deux. Alors, le premier, c'est le modèle qui permet de prévoir une masse de prestations associée à un groupe. Donc c'est un modèle fréquence fois montant, les fréquences dépendant principalement de l'exposition au risque et les montants dépendant de l'exposition au risque, mais aussi des stipulations contractuelles, c'est-à-dire du montant des garanties accordées dans le cadre du contrat. Alors on peut compliquer le modèle tant qu'on veut, on peut y ajouter tout un tas de variables explicatives plus ou moins significatives. Mais une chose qui est sûre, c'est que le modèle en question, il faut le réestimer chaque année. Parce que chaque année, les conditions de remboursement des prestations changent. Chaque année, il y a des évolutions dans la réglementation, dans les systèmes de gestion, dans le comportement des assurés. Donc, il faut qu'on le réestime chaque année. Donc ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle qu'on utilise pas mal, sur lequel il y a un petit peu de travail actuariel, c'est tout ce qui a trait au provisionnement. Donc, ce sont des modèles chain ladder un petit peu différent de ce qu'on voit dans la littérature, en ce sens que les cadences de règlement sont plus sur une périodicité mensuelle qu'annuelle, et elles sont différenciées suivant les types de soins pour lesquels on a à calculer des provisions, tout simplement parce que les vitesses de liquidation des soins ne sont pas les mêmes suivant qu'on soit en liquidation manuelle ou en liquidation électronique. Et là aussi, ça change constamment, ce qui fait qu'il faut réestimer les cadences chaque année et tenir compte éventuellement
pour l'inventaire, donc en l'occurrence pour ce que sera l'inventaire 2023, des améliorations dans le système de gestion qui ont pu faire que les cadences de règlement s'accélèrent ou s'allongent. Là, le jongleur va avoir du mal à suivre, mais bon. Donc sachant qu'en plus sur les provisions, on n'est pas franchement dans une logique, on va utiliser cet outil pour des optimisations fiscales ou quoi que ce soit, il faut qu'on les calcule au taquet parce que de toute façon, l'équilibre des contrats complémentaires santé, c'est vraiment au point de S sur P près. Donc la troisième balle, hein, la souscription, suivi et pilotage. Alors, nous avons une vie très intense, donc c'est pour ça qu'on aime notre métier. Comme je dis, on est en acquisition de connaissances permanentes et on intègre, suivant les latitudes de notre système d'information, les bases de prestations tous les mois ou tous les trimestres, pour voir si ce qui se passe réellement correspond à ce qu'on avait prévu, et pour voir où sont les décalages. Hein. Et ce devoir d'alerte est important, puisque justement, lorsqu'il y a eu une garantie mal ficelée ou un contrat mal ficelé, on va voir tout de suite en fait, qu'il y a une faille et qu'il faut arrêter ou modifier le contrat. Cette base d'enseignement donc, nous permet de réestimer le modèle de tarification et donc en cours d'année de retarifer les modèles, les contrats standards, qu'ils soient individuels ou d'entreprise. Et puis va arriver le dernier trimestre, qui, dans une assurance qui juridiquement est à périodicité annuelle, est un trimestre important, puisque tout se joue, tout se joue en fait au 1er ou au 2 novembre, suivant qu'on a reçu une lettre de résiliation ou pas. Alors au dernier trimestre, il va y avoir un moment important qui est le PLFSS, c'est-à-dire qui est la synthèse des évolutions réglementaires qui vont impacter les prestations de l'année suivante et qui vont conditionner la stratégie de renouvellement. La stratégie de renouvellement étant essentielle dans une société d'assurance complémentaire santé parce que les affaires se gagnent avec des prix très tirés et la rentabilité se fait en indexant progressivement les contrats. Sauf qu'il ne faut pas que les contrats soient trop indexés parce qu'il y a un courtier qui va vous dire « Ouh là là », enfin qui va dire au client « Ouh là là, mais vous payez beaucoup trop, on va vous trouver mieux ». Voilà, suivi pilotage. Et puis tout cela, alors pourquoi parle-t-on d'environnement paradoxal ou d'une expression que j'aime bien qui est une injonction paradoxale, c'est que tout ce que je viens de dire ferait que d'une façon académique, l'actuaire est censé prendre des sécurités sur ses calculs, que ce soit, et en particulier sur ses tarifs, sur sa tarification. Sauf que s'il prend des sécurités, sauf que le marché est ultra concurrentiel et que sur l'assurance collective complémentaire santé d'entreprise, le ratio combiné de la place, c'est quand même supérieur à 100%, sensiblement. À l'inverse, sur l'individuel, il doit être aux alentours de 98-97%. L'individuel est un petit peu plus rentable que l'entreprise, ce qui est une hiérarchie habituelle sur tous les marchés d'ailleurs. Donc il faudra prendre des sécurités, sauf que si vous prenez trop de sécurité, vous ne ferez pas une affaire. Si vous ne faites pas une affaire, vous serez tranquille en tant qu'actuaire, mais bon, c'est pas sûr que votre employeur vous paiera indéfiniment. La balle suivante est pour l'une de mes collègues. Merci Eric. Alors du coup, tu en as beaucoup parlé déjà de l'environnement réglementaire et notamment du PLFSS. Alors c'est vrai que tu t'évoquais qu'il fallait revoir la modélisation de nos risques tous les ans. Moi, j'irais même plus loin, je dirais même parfois plusieurs fois dans l'année, notamment quand on a des années réglementaires qui sont très chargées. On ne parlera pas du 100% santé, ni du PLFSS qui est à venir, ni de toutes les conventions qu'on a pu voir, on va en parler par la suite. Mais globalement, le point important, c'est que l'actuaire santé se doit de maîtriser son environnement réglementaire, d'être au fait presque, alors je ne vais pas dire au quotidien, mais de manière très régulière de toutes les évolutions. Les bouleversements des échanges qu'on a sur le PLFSS aujourd'hui nous le montrent bien. Et donc c'est très important pour cet actuaire de maîtriser son environnement, mais c'est aussi ce qui fait la recherche de son métier, puisque justement il a l'occasion de pouvoir changer et faire évoluer les limites de ses modèles dans ce cadre-là pour pouvoir bien maîtriser les couvertures. Et évidemment, le risque, c'est pas uniquement une limitation qui est définie par la réglementation, même si en santé, par rapport à d'autres risques, clairement la réglementation joue énormément, puisque en fait, elle nous
elle nous, on va dire, définit si on a un caractère positif, peut-être contraint si on a un caractère peut-être un peu plus réaliste ou négatif, justement sur notre couverture. Mais il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, et notamment les spécificités des populations. Évidemment, un salarié d'entreprise du secteur privé qui est couvert en collectif obligatoire va pas avoir du tout le même risque qu'un fonctionnaire qui est couvert aujourd'hui en facultatif, collectif facultatif, demain en obligatoire, qu'un chef d'entreprise du BTP, au regard de son secteur d'activité, au regard du type de sa couverture, mais aussi en fonction de sa situation personnelle. L'âge qu'il a, 25 ans, 40 ans, 70 ans, on n'a pas les mêmes besoins, mais aussi si on a des enfants, pas d'enfants, ou un conjoint, un conjoint. Voilà, donc tout ça quand même, ou des personnes à charge, on va dire, quand on est aidant. En tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, et c'est ça aussi, comme tu le disais, qui fait la richesse de l'actuaire santé. Mais pas que. On va aussi aborder tout le volet données. Donc la balle suivante est pas d'analyse sans données. Donc une des autres compétences que doit avoir l'actuaire santé, c'est d'être capable de savoir les données dont il a besoin pour mener ses travaux. Donc de définir en amont la maille de précision qu'il lui faut, que ce soit le détail par poste, par garantie, etc. Il faut aussi être capable donc d'avoir des échanges fluides avec les gestionnaires pour avoir les reportings les plus adaptés pour mener ces travaux à bien. On parle souvent de la règle des 80-20. L'actuaire santé va souvent passer 80% de son temps à traiter la donnée et seulement 20% à l'analyser, puisqu'il y a un très gros travail de nettoyage des bases. Et par ailleurs, les bases de données sur lesquelles travaille l'actuaire sont très riches, puisque on dit que pour 1 million d'assurés, on a à peu près 20 millions de lignes de prestations. Donc ça nous fait des bases très importantes, mais qui sont aussi très riches en informations. Et donc on peut avoir recours au big data, à la data visualisation ou à la data science pour pouvoir extraire les informations dont on a besoin. Et bien exploiter la richesse de ces bases. Merci, on sent le vécu du temps passé sur les bases santé, comme beaucoup d'entre nous. La spécificité des données santé, c'est aussi qu'elles sont personnelles et sensibles. Donc ça doit donner des frissons à tous ceux qui ont vu passer le RGPD. Données personnelles parce qu'elles touchent aux bénéficiaires des soins. On doit avoir des informations, comme le disait Chloé, sur l'âge, le sexe de la personne. C'est des éléments qui vont être extrêmement déterminants dans le coût de son risque santé. Donc des informations personnelles, mais aussi des informations sensibles, puisqu'elles touchent à la consommation santé. On a besoin de savoir si c'est de l'hospitalisation, si c'est du dentaire, si c'est une prothèse ou des soins dentaires. C'est des remboursements complètement différents. Et encore plus difficile, il faut le lien entre ces deux informations, le lien entre l'information sur la personne et le lien entre les soins auxquels cette personne va avoir accès. Donc dans le cadre du contexte avec le RGPD, effectivement, il y a un équilibre à trouver entre l'anonymisation des données et l'exploitation. C'est aussi un challenge qu'on a dans les systèmes de gestion. Donc Morgane en parlait, on travaille avec des données qui sont complexes, qui sont volumineuses. Et ici aussi, il faut faire attention à pouvoir toujours identifier les actes qui sont ceux de la grille de garantie, de la grille de remboursement qui est prévue, tout en pouvant continuer à anonymiser les données. Donc l'idée, c'est de pouvoir continuer à pouvoir suivre les garanties qui sont couvertes par le régime à la maille des prestations. Tout ça dans une nomenclature complexe et toujours en évolution. Donc je crois qu'on l'a compris, le maître mot de l'actuaire santé, c'est adaptation. Ici encore, adaptation à chaque système de gestion, adaptation à chaque évolution réglementaire, et on va voir qu'elles sont nombreuses. Après avoir vu le rôle de l'actuaire santé, le rôle du groupe de travail santé de l'Institut des actuaires. Donc nous nous réunissons tous les 2 mois en plénière et nous avons 3 à 5 sous-groupes de travail qui sont actifs au cours de l'année en fonction des sujets qui sont à traiter. C'est un lieu privilégié de partage, d'échange. C'est un groupe qui fonctionne très bien, qui a une très bonne dynamique avec beaucoup de membres, mais beaucoup de membres actifs. Donc ça, c'est une vraie chance pour le groupe de travail. Quand on échange sur l'actualité ou sur des sujets de fond, c'est vraiment un lieu de partage très intéressant.
On a eu l'occasion de travailler sur différents sujets, bon, souvent portés effectivement, alors définis ou contraints, chacun son point de vue, mais en tout cas apportés par l'actualité. C'était notamment le cas du mémoire santé, 100% santé, qu'a fait Anna Tanguy. Donc c'est un mémoire d'actuariat qui a été accompagné par le groupe de travail. Donc on est très fiers de cette réussite. On est tellement content de ce travail qu'il y a un deuxième mémoire qui va venir regarder les impacts a posteriori de la réforme 100% santé avec donc une personne qui va travailler au sein de l'IA, accompagnée par le groupe de travail pour mesurer ces impacts. Donc on est ravis de lancer cette saison 2 grâce à l'aide des contributeurs de données qui sont parmi vous et qui rendent cette étude possible. On a aussi travaillé sur différents sujets comme les scénarios HCAM. Souvent, on est amené à s'interroger sur la part des organismes complémentaires et la part de la sécurité sociale dans la prise en charge du risque santé. Vraiment les deux acteurs principaux où on voit qu'il y a des transferts de charges, enfin, voilà, plusieurs scénarios possibles pour les années à venir. Et puis, donc, on a des sujets pour 2024 passionnants, comme notamment la santé des retraités, mais j'y reviendrai en conclusion. En tout cas, on est un groupe ouvert à toute candidature motivée, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et juste un petit mot pour compléter, c'est que donc on réalise ces travaux pour l'ensemble des membres des actuaires de l'Institut Actuaire, mais on est également sollicité, on a des échanges avec le Trésor, notamment pour le HCAM. On a pu présenter donc nos analyses et nos réflexions au Trésor, donc c'est quelque chose. Ça permet aussi aux actuaires et aux membres à l'Institut Actuaire en fait de pouvoir briller auprès du gouvernement et justement pouvoir donner le point de vue de l'actuaire sur les évolutions réglementaires. On va donc passer un peu plus au cœur du sujet et traiter donc du contexte et des conséquences directes des évolutions réglementaires et environnementales. Donc avant tout ça, je vais vous faire un petit rappel de l'historique, même si je suppose que pour beaucoup, vous connaissez tout ça par cœur. Mais donc le marché de la santé est sous tension depuis quelques années. Il a été frappé en 2020 par la crise sanitaire qui a, comme le disait très bien Eric tout à l'heure, limité l'accès aux soins et donc les prestations santé réglées en 2020 ont été bien inférieures à ce qu'on avait eu l'habitude d'observer les survenances précédentes. 2021, c'est l'année de pleine entrée en vigueur du 100% santé, qui a des impacts beaucoup plus forts qu'attendus. On en reparlera rapidement juste ensuite. 2022 est touché par la hausse de l'inflation. Et en 2021 et en 2022, on a un effet de rattrapage des soins non effectués en 2020 qui vient aussi peser sur les équilibres des contrats. Donc tout ça se reflète par des fortes dérives que l'on constate en 2021 et en 2022 et nous emmène sur un renouvellement 2023 assez compliqué avec des indexations très importantes. On a certains organismes assureurs qui ont revu les ratios de sinistralité cible pour qu'ils soient plus prudents et éviter les contrats santé de dériver trop fortement. On a une politique de revalorisation des chargements qui est aussi en pleine évolution ces derniers temps. Et pour contrebalancer tout ça, on a le PMSS qui était stable ces dernières années, qui a été très fortement revalorisé au 1er janvier 2023 et qui a été revalorisé donc de plus 6,9%. Donc, un peu tous les paramètres sur lesquels on a l'habitude de travailler, tout a un peu bougé. Et donc, 2023, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce qu'on allait retrouver un rythme de croisière ou est-ce que ça allait être une année, une survenance qu'on allait appeler une nouvelle fois atypique? Et donc, en 2023, sans surprise, la sinistralité est toujours très forte. Et on a l'actualité réglementaire qui est très chargée et qui vient, elle aussi, peser sur les équilibres techniques. Donc on observe des hausses des tarifs entre plus 8 et plus 11%. Et pour 2024, on a le PMSS qui, lui aussi, est amené à être très fortement revalorisé avec une revalorisation attendue à 5,4%. Alors, on vous a présenté ici un graphe avec les dérives par poste sur l'année 2023. Alors, il n'est pas très très lisible, vous pourrez le lire après à tête reposée, on ne va pas tout parcourir. La grande idée à retenir, c'est qu'on a une forte dérive sur les premiers mois de l'année et qui a tendance à s'atténuer au fil des mois.
Alors, sans rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas l'objet de notre présentation, mais rapidement, le début de l'année 2023 a été marqué par une vague d'épidémie hivernale qui a touché particulièrement les enfants. Donc ça s'observe bien sûr une hausse de l'hospitalisation, sur une hausse de la pharmacie, sur une hausse des consultations, que ce soit généralistes ou spécialistes. Le dentaire, lui, est toujours marqué par le 100% santé. Et les autres soins sont aussi en forte hausse, notamment avec une hausse de la fréquence des médecines douces, que ce soit l'ostéopathe, le psychologue, etc. Donc voilà, à retenir globalement, c'est une forte dérive, mais qui s'atténue. Et donc tout poste confondu, la dérive est notamment portée par une hausse de la fréquence. Merci Morgane. Donc comme on le disait, hein, toutes ces évolutions récentes et les dérives qu'on peut observer, comme tu le disais, hein, sur les années récentes, hein, clairement elles sont quand même fortement liées, hein, aux évolutions réglementaires et notamment au contexte réglementaire qu'on connaît qui cadre fortement, hein, les évolutions de nos contrats, notamment le contrat responsable, avec l'évolution récente la plus importante, qui est le 100% santé, qui a bien fonctionné, hein, puisque ça a augmenté les fréquences, hein, en audiologie, en dentaire, même en optique, mais qui a aussi eu des effets qu'on n'avait pas anticipés, hein, puisque ça a entraîné quand même une modification du comportement des assurés, du professionnel de santé, ayant un impact, hein, sur les dérives. Il est à noter que cette réforme, hein, qui a eu un impact significatif, hein, sur nos produits, mais également sur les structures des dépenses et les dérives qu'on a pu observer, et les ratios S sur P, va avoir une suite, hein, et donc on a quand même une anticipation, notamment avec la prise en charge à 100% des fauteuils roulants là, qui est au sein du PLFSS, la prise en charge aussi qui est souhaitée, mais pas en tout cas à moyen court terme, à voir quand est-ce que ce sera mis en place, des prothèses capillaires et de l'orthodontie. On ne peut pas parler aujourd'hui d'évolution réglementaire, notamment 2023, pour avoir une vision un peu globale sans évoquer les différents échanges et négociations qu'il y a pu avoir sur les conventions médicales avec les professionnels de santé. Cette année était assez riche, sachant qu'il n'est pas toujours arrivé à un accord, hein. Malheureusement, avec les médecins, on est encore tombé sur une revue, on va dire, du règlement arbitral avec les médecins généralistes et les médecins spécialistes, puisqu'ils n'ont pas réussi à aboutir à un accord, même si du coup, ce règlement arbitral a donné lieu à une revue à la hausse du coût des consultations, avec une hausse de 1,5 € par consultation, donc ce qui donne, hein, pour les médecins généralistes 26,5 €, hein, pour les médecins du secteur 1 conventionnés. Pour les spécialistes, on est à 36,5 €. Et une vision à moyen long terme à aboutir à passer d'une hausse de 1,5 € à 5 €. Donc il y a vraiment un impact, hein, et donc dans ce cadre-là, forcément, ça modifie, hein, des prestations, et donc ça modifie la vision du risque. Et vous allez pouvoir le voir, hein, l'objectif de l'actuaire santé, comme le disait Eric, comme on l'évoquait, c'est justement de pouvoir anticiper, mesurer ces évolutions et l'impact que ça peut avoir sur le risque. Et donc on a échangé au sein du GT Santé avec tous les actuaires santé qui ont pu modéliser ces impacts, et donc on estime que l'impact est entre 0,20 et 0,5% des prestations. Vous allez voir qu'au début ça fait pas grand chose, et puis accumuler les uns avec les autres, au bout d'un moment ça peut compter sur un S sur P qui est déjà limite, hein, comme on a pu l'évoquer, proche de l'équilibre. On a, en plus de le règlement arbitral avec les médecins, on a aussi par contre la convention dentaire, hein, qui a donné lieu à un accord avec les chirurgiens dentistes, et qui a donné lieu à un désengagement de la sécurité sociale, hein, puisque les remboursements des actes dentaires est passé de 70% pour la sécurité sociale à 60%, et donc une hausse du ticket modérateur à la charge des complémentaires santé, avec un impact qui est plutôt de l'ordre, hein, qu'on a estimé au sein du GT Santé avec les différents membres du GT, entre 1 et 1,5% sur les prestations, ce qui n'est pas forcément neutre, hein, avec d'autres éléments, hein, qui vont intervenir à court, moyen
moyen et long terme, puisque à partir du 1er janvier 2024, il y a une revalorisation qui est prévue des examens bucco-dentaires de l'ordre de 10 €, plus une revalorisation des soins conservateurs pour la population concernée par les examens bucco-dentaires, qui est donc les enfants de 3 à 24 ans, qui, je vous rappelle, tout ça est dans un objectif de prévention sur les jeunes de 30%, une généralisation de cette revalorisation des soins conservateurs pour l'ensemble de la population, un peu à moindre mesure, mais qui n'est pas neutre, de 4% à partir du 1er janvier 2025. Et puis après, un renforcement de la prévention et un élargissement du 100% santé sur le dentaire au 1er janvier 2026, notamment en prenant en compte les bridges et les couronnes en zircone, si je ne me trompe pas, ils utilisent le bon terme, mais c'est très technique ça, et je ne suis pas du métier, donc vous m'excuserez si c'est pas bien prononcé. Alors déjà, ça faisait beaucoup le règlement arbitral sur les médecins, la convention notaire, mais il y en a eu beaucoup d'autres en fait. On a eu des avenants avec beaucoup d'autres professions médicales, la revalorisation sur les kinésithérapeutes de l'ordre de 2,8%, la revalorisation aussi pour les orthophonistes de l'ordre de 4%, et la revalorisation des indemnités forfaitaires de déplacement pour les infirmiers de l'ordre de 10%. Tout ça avec effet début 2024, et donc avec un impact qui est estimé à peu près à de l'ordre de 0,5%. Si on s'arrête là, juste une seconde, et promis, je ne m'attarderai pas trop. Là, si on fait la somme de tout ce qu'on a vu là déjà, juste maintenant sur les conventions, on est entre un impact de 1,7% et 2,5% sur les prestations, juste sur les conventions. Donc déjà, clairement, notre risque sur 2023, il a au moins dérivé de montants qu'on vient de donner, donc il a forcément évolué. Tout ça, ça dépend évidemment de la population, ça dépend de la consommation, de la couverture, et du coup tout ça, ça rentre dans le cadre de la modélisation et du travail de l'actuaire santé, mais c'est des points importants à mentionner. En parallèle de ça, parce que sinon on s'ennuierait si on n'avait que les conventions médicales, on a la loi du 19 mai 2023 qui porte à l'amélioration de l'accès aux soins. Donc aujourd'hui, la mise en œuvre n'est pas encore définie, l'entrée en vigueur n'est pas encore définie, mais ça va forcément engendrer une modification du comportement des assurés et forcément aussi des professionnels de santé au regard de la cible. Puisque l'objectif, en fait, c'est de permettre d'accéder à certains professionnels de santé sans passer par le médecin traitant, type l'orthophoniste, le kinésithérapeute ou les infirmiers, en pratique avancée, mais également d'élargir les activités de certains professionnels pour désengorger un petit peu les médecins sur certains actes qui sont considérés comme entre guillemets mineurs ou pouvant être réalisés par d'autres professions. On a les orthoprothésistes, les opticiens lunettistes, les pédicures podologues, les assistants dentaires, les infirmiers, les pharmaciens. Et l'exemple typique, c'est que les pharmaciens pourront renouveler des ordonnances. Donc ça, clairement, c'est des nouveaux actes qui vont engendrer de nouveaux comportements, que ce soit vis-à-vis des assurés, mais aussi des professionnels de santé, et qui vont avoir un impact sur le risque qui ne va pas être négligeable et qu'il faudra mesurer. Et pour finir, notre rendez-vous annuel réglementaire, le PLFSS. Donc on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. Je pense que si vous avez un petit peu lu récemment l'actualité, vous voyez que c'est très mouvant. D'ailleurs, il y a des choses qui ont évolué par rapport au moment où on a préparé les slides, pour tout vous dire. Le remboursement des protections hygiéniques réutilisables sous certaines conditions qui était prévu. L'ouverture du remboursement de la pratique d'une activité sportive pour les ALD. Ça, c'était l'initial. Récemment, dans ce que j'ai lu tout récemment, c'est repassé, mais uniquement pour les personnes qui étaient atteintes d'un cancer. Et puis aussi l'amélioration, on va dire, de l'accès à un soutien psychologique, notamment dans un cadre où on sait que les risques psychosociaux sont en forte croissance. Et on a vu apparaître très récemment aussi la taxe lapin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est une proposition pour faire payer l'assuré en cas de non-présentation à un rendez-vous médical. Voilà. Donc toutes ces informations vont donner lieu forcément à une modification du risque, a priori plutôt à la hausse, mais on n'est pas à l'abri de certaines surprises, et du changement de comportement des assurés, des professionnels, et donc va changer le risque. Et c'est là où il y a un rôle très important de l'actuaire santé dans ce cadre-là pour pouvoir mesurer ces impacts, bien les modéliser et du coup proposer la couverture santé la plus adaptée en termes de garantie, mais aussi au regard du coût du risque.
Là, on vous a présenté les différentes évolutions réglementaires qui sont les plus impactantes pour la santé, mais surtout les plus, les plus visibles, les plus directes, parce qu'on sait que ça va avoir un impact direct sur la santé. Mais quid de toutes les évolutions réglementaires qui n'ont pas d'impact, entre guillemets, en tout cas auxquelles on ne pense pas tout de suite. Parlons rapidement de la réforme des retraites. La réforme des retraites, on en a beaucoup parlé sur l'impact sur les régimes de retraite, évidemment, sur les impacts sur les régimes de prévoyance. Mais alors sur le régime de santé, est-ce que ça a vraiment aucun impact? Pas sûr. Juste un petit rappel, donc la réforme des retraites, de quoi ça parle? L'objectif, c'est de rallonger l'âge de départ à la retraite légal de 62 à 64 ans, sous certaines conditions, et sous condition notamment de ne pas être en arrêt de travail ou en maladie professionnelle, ne pas avoir eu un accident de travail non plus. Qu'est-ce que ça va engendrer? Une augmentation en fait, des actifs de plus de 60 ans qui seront couverts. Et quand on considère qu'il y a plus de 85% de la population qui est des salariés, qui est salarié aujourd'hui, ça veut dire une augmentation en fait, des personnes qui seront couvertes par les contrats collectifs obligatoires. Bon, faisons une petite parenthèse. Ça, c'est une hypothèse a priori. On peut se dire qu'au regard de ce qu'on a pu voir par le passé, peut-être que ce chiffre de 85% pourrait évoluer à la baisse ou à la hausse, plutôt à la baisse peut-être, en fonction de changements de comportement, puisqu'on a bien vu que des évolutions sociétales telles que celles qu'on voit sur la réforme des retraites engendrent des changements de comportement de la population et des nouveaux modes de fonctionnement. Mais néanmoins, je pense qu'on peut clairement prendre une hypothèse de ce type-là pour se dire que l'augmentation de l'âge de départ à la retraite va engendrer un impact qui ne sera pas forcément neutre sur les contrats collectifs et leur équilibre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va augmenter les prestations, de fait. Vous allez me dire, oui, mais ils vont payer des cotisations. Oui, mais attention, sur le collectif. Pour rappel, les cotisations, elles sont définies en fonction de l'âge moyen des salariés de l'entreprise, et pas en fonction de l'âge et de la consommation qu'on a à chaque âge. Et c'est là où il va y avoir tout un biais qui va rentrer en jeu. Et c'est vrai que c'est un impact dont on a peu entendu parler, puisque c'est un impact qui n'est pas forcément direct et qu'on ne voit pas forcément a priori. Et donc, il y a une autre question à ça qu'on peut se poser, c'est donc ça va forcément potentiellement déséquilibrer les équilibres qui sont très fragiles qu'on connaît aujourd'hui des contrats collectifs. Mais au-delà de cette hausse qu'on évoque, qui est, on va dire, une conséquence directe quand on fait cette analyse qu'on vient de faire ensemble, est-ce que l'allongement de la durée de travail, ça va engendrer aussi une hausse par âge? C'est-à-dire, est-ce que le fait de travailler plus quand on a plus de 60 ans, plus de 62 ans, est-ce que ça va nous engendrer une consommation supplémentaire que celle qu'on aurait si on ne travaillait pas? Et ça, c'est une vraie question de société. En plus, c'est une question qui, en fait, a un lien direct avec notre travail au quotidien, avec l'évaluation du risque. En gros, la question, c'est est-ce que le travail dégrade-t-il la santé des seniors? Et ça, c'est une vraie question. On en a beaucoup entendu parler au sein des débats, d'ailleurs, je pense, sur la réforme des retraites. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées, pour n'en citer que quelques-unes. On a une étude suédoise qui a été faite en 2019, qui a été réalisée sur une période de 15 ans, qui était sur du déclaratif, et qui a montré que les personnes de plus de 64 ans, enfin les seniors qui travaillaient, avaient une probabilité supérieure de presque 7% de se déclarer en bonne santé par rapport à ceux qui avaient une retraite précoce. Si on prend une étude un petit peu plus ancienne, mais qui est une étude française, qui avait été faite par une université de Bordeaux, si ça vous intéresse, je pourrais vous retrouver le nom exact, et qui était spécifique sur les travailleurs indépendants, a montré qu'en fait, les travailleurs indépendants qui travaillaient quand ils étaient seniors avaient moins de risques de dépenses que ceux qui avaient connu une retraite précoce. Donc clairement, en fait, ces études montrent que globalement, le travail des seniors, en fait, le travail a un impact soit neutre, soit bénéfique sur les seniors de plus de 62 ans, de plus de 64 ans. Et d'ailleurs, il y a des exemples concrets qu'on voit aujourd'hui dans nos pays voisins, puisque nos pays voisins, ils ont un âge de départ à la retraite qui est bien plus élevé que le nôtre, et on n'a pas relevé d'impact significatif sur la dégradation de la santé de cette population. Par contre, c'est vrai que c'est pas une conclusion qu'on peut faire directement sans regarder l'ensemble du prisme. Cette conclusion, elle fonctionne à condition qu'on réunit un certain nombre de critères.
C'est vrai qu'un salarié qui aujourd'hui connaît une pénibilité physique de son travail ou psychologique va pas avoir un effet bénéfique à continuer à travailler. Donc ça, c'est un point important qu'il faut prendre en compte dans l'estimation de l'impact positif ou pas de la poursuite du travail des seniors. L'un des autres sujets, c'est évidemment la capacité de faire du télétravail, les trajets, la durée des trajets. Hein. Si on fait 2 heures de trajet par jour, c'est pas pareil que si on fait 30 minutes de vélo par jour. Hein. Ça n'a rien à voir. Aussi la capacité d'adapter son temps de travail, être en capacité de pouvoir faire du temps partiel, de ne pas faire forcément des journées complètes. Ça peut être aussi une capacité à permettre aux seniors de travailler plus longtemps. Et également la situation personnelle. Un senior qui aujourd'hui est aidant d'un de ses parents, qui est dépendant, clairement c'est quelqu'un qui est déjà dans une situation qui est difficile et qui n'aura pas forcément la capacité physique et psychologique d'avoir, entre guillemets, un second travail, en plus du fait de s'occuper de cette personne aidante. Au regard de ça, donc de ce point sur est-ce que ça dégrade ou pas la santé des seniors, il y a un autre sujet qui est aussi la capacité des seniors à se couvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un contexte inflationniste assez important, je pense qu'on l'a tous remarqué. Mais en plus, les seniors aujourd'hui, c'est ceux qui connaissent le coût de leurs cotisations les plus élevés, puisqu'en fait, les cotisations sont définies au regard du coût du risque et au regard de l'âge. Et donc, c'est eux qui connaissent les cotisations les plus élevées. Donc, au regard de ce double effet qui est quand même, on va dire, contradictoire, forcément, les seniors se retrouvent au milieu dans une situation assez difficile. Et parfois, on commence à constater des seniors en fait, qui renoncent aux soins et renoncent à se couvrir. Donc là, on est dans une situation, un phénomène sociétal qui peut devenir problématique, qui d'ailleurs pourrait engendrer une nouvelle réglementation à venir du gouvernement. Mais donc on est clairement dans une conséquence sociétale d'un contexte économique qui n'est pas neutre et qui pourrait donner lieu au fait que en fait, le travail des seniors pourrait leur permettre aussi, pour ceux qui sont en capacité, comme on vient de le dire, de le faire, d'accéder à une couverture qui correspond à leurs besoins parce que financièrement ils sont en capacité de le faire. Voilà. Donc ça, c'était un partage qu'on voulait vous faire des évolutions réglementaires où on peut voir les conséquences directes et on vous a partagé les estimations d'impact qu'on avait, mais aussi toutes ces évolutions réglementaires qu'on a tendance à oublier et qui ne vont pas être neutres non plus sur notre environnement santé. On vous a partagé la vision théorique de l'impact que pouvait avoir la réforme des retraites, mais on a été un peu plus loin et Eric va pouvoir vous présenter justement une vision pratique avec des estimations d'impact illustrant le travail de l'actuaire santé. Merci Eric. Alors, merci Chloé de ce partage. Je pense que le vieux est une valeur d'avenir et que les sujets liés à la couverture santé des personnes âgées, c'est le blockbuster du groupe de travail santé dans les années qui viennent. Alors, ça c'est le quiz en sortie de l'atelier. Donc c'est un petit exercice d'actuariat pratique qui repose sur des données disons, d'un organisme étatique que je surveille personnellement de près et qui présente l'intérêt d'avoir des garanties homogènes pour les salariés et pour les retraités. Bon. Alors, la profondeur de cette donnée permet d'évaluer les prestations annuelles moyennes par âge. On pourrait aller plus loin, par âge, par genre, etc. Mais bon, disons par âge. Et on voit que l'on vérifie quelque chose qui est largement partagé dans la communauté des actuaires santé, à savoir que le recours aux soins par âge est à peu près linéaire. Au début, enfin dans l'enfance, l'adolescence, il y a quelques ondulations, mais à partir de 20 ans, c'est à peu près linéaire. Donc on a cette donnée-là et on a une pyramide des âges. Et cette pyramide des âges, on va la faire vieillir de 2 ans. Et ce qu'on va voir, c'est que suivant la forme de la pyramide des âges, les impacts lissés sur 8 ans de la réforme des retraites ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pour une pyramide des âges cylindrique, on peut facilement être à 0,8% par an d'impact de la réforme des retraites. Et pour une pyramide des âges ventrue, disons, ce qui est à peu près
le standard pour les grandes entreprises actuelles, on est sur un impact plus faible de 0,4% par an. Pourquoi? Parce qu'on a eu des générations de DRH qui ont été formées à sortir les salariés de plus de 50 ans. Je choque personne, hein, j'espère. Voilà, donc ça c'est le genre de... Alors après, ça dépend aussi du système de garantie. Hein. C'est-à-dire que je ne garantis pas que l'inclinaison de la pente soit la même suivant qu'on ait des garanties élevées ou pas élevées. Donc ça c'est le genre d'exercice que l'on peut faire et que font les actuaires conseils ou les actuaires en structure comme moi pour discuter des indexations sur le moyen terme, parce que là on est à horizon de 8 ans, sur le moyen terme des contrats. Et puis on va conclure pour laisser la place aux questions. Alors, je ne vais pas vous infliger davantage de considérations sur le vieillissement. Je pense on pourrait y passer 1 heure. Alors, l'inflation. Il y a actuellement un déséquilibre entre l'offre de soins et la demande de soins. Et ça a été particulièrement sensible au moment de la pandémie. On a toute une population qui a été habituée à aller sans hésiter voir ses praticiens. Et c'est une excellente chose, parce que la population française est en bonne santé, de façon macroéconomique, hein, même de façon macro. Et je n'hésiterai d'ailleurs pas à dire que la complémentaire santé est un outil de prévention. La meilleure façon d'être en bonne santé, c'est de ne pas renoncer aux soins, d'aller voir son toubib 2 fois par an et de traiter les points d'alerte. Ceux qui ont une bonne complémentaire santé et qui ne se soignent pas sont responsables de l'affectation de leur propre santé. Et les cordonniers étant les plus mal chaussés, j'ai vu des directeurs de sociétés d'assurance négliger de se soigner alors qu'ils pouvaient tout à fait le faire et nous quitter prématurément. Donc, d'un côté, on a une demande de soins qui est forte, et de l'autre côté, on a eu les structures gouvernementales qui ont fait un raisonnement implacable consistant à dire on va faire un numerus clausus sur la formation des médecins, et comme il y aura moins d'offres de soins, il y aura moins de soins. Bon, on ne peut que saluer la clairvoyance de certaines personnes qui nous gouvernent. Alors, ce déséquilibre entre la demande et l'offre, ça a un nom en économie, ça s'appelle inflation, c'est-à-dire qu'on ajuste par les prix. L'ajustement par les prix, c'est la renégociation des conventions médicales. Et puis, c'est peut-être aussi d'autres comportements micro un peu plus pervers, dans le style... en ce qui concerne la mutuelle que je dirige, on s'est rendu compte que les retraités s'achetaient plus de lunettes. Alors pourquoi s'achètent plus de lunettes? Ils ont des problèmes de pouvoir d'achat. Puisque l'indexation des retraites ne suit pas l'inflation. Donc, ils vont où? Ils vont dans des endroits où ils peuvent consommer sans que ça leur coûte rien, c'est-à-dire typiquement des lunettes qui sont remboursées à 100% par leur complémentaire santé. Voilà le genre de choses qui se passent. Au titre de l'inflation, je signale aussi la problématique particulière des médicaments. Alors pendant très longtemps, le gouvernement français a serré la vis aux laboratoires pharmaceutiques dont les marges, il est vrai, étaient loin d'être nulles. Et pendant plusieurs années, on a vu les prestations moyennes de pharmacie par personne protégée baisser. Négociation sur les prix, substitution générique, etc. Et là, ça remonte. Alors, ça remonte pourquoi? On a fini par se rendre compte, à l'occasion de l'épisode pandémique, qu'il y avait une question de souveraineté. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se contenter que tous les médicaments soient fabriqués en Inde et en Chine. Donc, on relocalise, et comme on relocalise en France, les salaires sont plus élevés, et donc le prix des médicaments va augmenter. Et puis, il y a un deuxième effet qui est au moins aussi puissant, c'est que les laboratoires pharmaceutiques ont fait comprendre au gouvernement français que si les prix ne remontaient pas, ils réorienteraient leur production vers des marchés plus profitables. Ce qui fait, et vous avez tous entendu parler, quoique ce ne soit pas totalement exact, de certaines lignes de médicaments qui sont à la limite de la rupture de stock. Donc le prix des médicaments augmente, et ça aussi, ça pèse sur les complémentaires santé. Et puis alors après, une phrase bateau, donc la santé est une résultante sociétale globale des problématiques actuelles en France. Le monde, il change, économiquement,
Techniquement, les travaux, par exemple, de Madame Brigitte Dormont à l'Université de Dauphine ont montré que l'évolution technologique pèse sur l'augmentation des prestations santé. Et comme le disait un grand monsieur qui était conseiller du président Mitterrand, bon, tant que ça s'accompagne d'une augmentation de l'espérance de vie en France, c'est pas trop grave. Hein. Et puis c'est pas si grave non plus pour les sociétés d'assurance puisque leur chiffre d'affaires augmente et ça on aime bien en général. Il y a un autre facteur qui va changer, enfin qui va jouer à moyen ou long terme, c'est le réchauffement climatique, la multiplication des épisodes de canicule, des choses comme ça, qui va ouvrir aux complémentaires santé un autre champ qui commence à être ouvert, mais qui est celui de la prévention. C'est-à-dire que les complémentaires santé ont fait leur boulot, ont eu un rôle en matière de prévention. Le remboursement à 100% des audioprothèses a fait qu'il y a beaucoup moins de renoncement aux soins pour les personnes âgées. Avant, il y avait une personne sur 3 qui ne s'achetait pas d'audioprothèse parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Maintenant, à peu près toutes les personnes, pas toutes, mais toutes les personnes âgées qui en ont besoin, s'achètent des audioprothèses. Donc il y a beaucoup moins d'isolement social, et l'isolement social est un facteur déclencheur de la maladie d'Alzheimer. Donc nous, complémentaires santé, on peut aussi être fiers de la dimension sociale de notre métier, hein, et de ce que l'on apporte à la société. On a une dimension intrinsèque sur la prévention par les prises en charge des soins, mais il y aura sûrement d'autres mesures qui seront plus organisationnelles et qu'il faudra articuler avec les mesures publiques dans le sens de la prévention. Parce que la meilleure maîtrise que l'on peut avoir de nos contrats complémentaires santé, c'est aussi que tout le monde soit en bonne santé. Hein. Tout le monde consomme raisonnablement, va voir ses praticiens pour surveiller sa santé, qu'il n'y ait pas d'accident, etc. Si vous voulez, enfin si vous souhaitez merci, Eric. Poser des questions. Oui, je voudrais d'abord remercier les membres du GT qui ont participé à la rédaction de ce support, et notamment Eric, ici présent, Laurence, Élise et Thomas. Je rappelle que le GT est ouvert à toute participation motivée. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour les sujets 2024, petit teaser, il y aura bien sûr le mémoire 100% santé, mais aussi effectivement la couverture des seniors qui est un sujet d'actualité passionnant. Et nous travaillerons également sur les stress tests climatiques et la question de la durabilité. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ces sujets vous intéressent ou si vous avez envie de porter de nouveaux sujets. Et vos questions sont les bienvenues. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une petite question sur la partie contexte réglementaire. Vous n'avez pas parlé de la RIA, c'est volontaire, vous pensez que c'est un non-sujet? Alors non, c'est pas qu'on pense que c'est un non-sujet. Non, je pense pas que ce soit. C'est juste qu'en fait, on s'est dit que si on a beaucoup parlé d'évolution réglementaire, on s'est dit que si on les faisait toutes, on risquerait de vous perdre. Et nous aussi. Donc non, mais oui, c'est vrai que la RIA, ça a un impact. D'ailleurs, il y a une étude du CCSF qui devrait sortir sur le sujet d'ici peu, mais la RIA n'a pas été neutre et ça en tout cas, ça a fonctionné puisque ça a augmenté les résiliations auprès des assureurs et vous pourrez le voir avec le rapport du CCSF qui devrait sortir d'ici peu. Ok, merci. Le problème, si vous prenez un contrat retraité, la cotisation mensuelle d'un contrat pour les retraités, ça atteint assez facilement 150 euros. Bon. Sur ces 100 ou 150 euros, vous avez 13,27% de taxes et vous avez un chargement sur lequel on ne va pas s'étendre parce que c'est le genre de sujet sur lequel on se fâche, mais disons qu'il va être de 10 à 15%. Donc je synthétise. Si j'ai une complémentaire santé et que je m'achète une boîte de Doliprane sur ordonnance, la boîte de Doliprane doit valoir, disons pour simplifier, 3 euros. La complémentaire santé va me la rembourser 90 centimes. Et pour cela, je paye 90 centimes plus 30% de 90 centimes. Donc quelque part, je n'ai pas besoin de ma complémentaire santé
pour m'acheter mes boîtes de Doliprane. Puis en plus, je fais un détour chez le praticien, une fois, deux fois, ça va, mais bon. À l'inverse, où est-ce que j'ai besoin de ma complémentaire santé? C'est pour couvrir les coûts durs, l'hospitalisation. Donc, ça peut faire sens d'avoir des contrats limités à certains types de soins et pas à d'autres, afin de réduire le coût mensuel de la complémentaire santé individuelle. Il y a déjà des courtiers qui le font, je crois. Maintenant, on est loin d'avoir une lame de fond. Ouais, enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Eric, mais globalement, c'est ce qu'on voit. Hein. Là, on voit une reprise des contrats non responsables qui, au tout début de la mise en place du contrat responsable, d'ailleurs, il y a eu quelques-uns qui en avaient fait, en vision vraiment très bas de gamme. Et donc là, avec la hausse régulière qu'on voit aussi des contrats santé, il y a des personnes en fait qui ont plus les moyens non plus de se couvrir. Et l'idée, c'est de se couvrir un petit peu pour les situations les plus graves et donc l'hospitalisation. On peut penser aussi aux jeunes qui finalement, on considère qu'en réalité, ils n'ont pas forcément des jeunes en bonne santé, qui n'ont pas de problème de lunettes, qui n'ont pas de problème de dents. Finalement, en fait, leur vrai risque, c'est d'avoir un accident un jour. Donc, il y a souvent des populations, soit les problématiques, à mon sens, de problèmes financiers, donc qui se couvrent pour l'hospitalisation uniquement, soit les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens. D'un autre côté, ça ne concerne pas vraiment les entreprises, puisqu'on est sous le régime de l'ANI, donc le contrat responsable obligatoire, etc. Puis c'est pas mauvais non plus d'obliger les jeunes à aller voir leur généraliste 2 fois par an. C'est vrai que ce côté de recentrer sur l'essentiel pour une vraie recherche de coûts plus abordables, c'est vraiment très intéressant. Le problème, c'est qu'on a aussi une taxe qui, du coup, augmente à 20%. Donc, c'est un peu l'équilibre à trouver qui est difficile parce qu'on recherche un coût, mais on est taxé davantage. Donc, c'est compliqué. Disons que j'avais pensé que c'était quand même des choses un petit peu plus innovantes pour ça. C'est principalement ça, c'est recentrer sur l'essentiel pour permettre à tous de se couvrir à minima. Je crois qu'il y avait la Bonjour, question. merci pour cette très belle présentation. J'avais juste une question donc concernant votre vue sur le niveau de rentabilité. Vous mentionnez au début qu'il y a effectivement un sujet de pression sur la rentabilité des contrats groupes, peut-être un tout petit peu moindre sur la rentabilité des contrats individuels. Donc sur cette deuxième catégorie, je voulais avoir un peu votre point de vue sur en fait comment est-ce qu'il y a un peu une vie un peu divergente ou un peu plus grise ou moins grise entre les différents groupes, et aussi comment vous pensez que ça va évoluer dans les 2 années à venir. C'est le genre de questions sur lesquelles on va se fâcher. Je m'attendais que ce soit quelqu'un d'autre qui me pose la question d'ailleurs. Au Québec, où il y a plutôt des bons actuaires, on considère qu'il n'y a pas besoin de capital pour faire l'assurance santé, qu'un bon pilotage suffit. C'est-à-dire que la compétence de l'actuaire est le capital de la société qui fait l'assurance santé. Donc pas de capital, pas de rentabilité. Alors maintenant, la question de la rentabilité, elle dépend beaucoup de la fluidité des contrats d'un opérateur à un autre. Les courtiers, profession très honorable à laquelle j'ai appartenu pendant 19 ans, les courtiers ont organisé cette fluidité joyeusement, c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'assurance collective. Et ils ont complètement laminé les marges, sauf à leur profit, parce que la gestion, ça rapporte. Ils ont complètement laminé les marges en organisant la fluidité des contrats collectifs. Pour les contrats individuels, et ça rejoint la question de la RIA, il y a un risque aussi, c'est-à-dire que les comparateurs sur Internet, etc., vont organiser la fluidité des adhésions d'un opérateur à un autre, d'un contrat à un autre. Il n'est pas certain que les personnes comprennent bien ce qu'elles souscrivent, il se peut qu'elles voient uniquement le prix. Et puis, il faut voir également comment est partagée la valeur. C'est-à-dire que quand on parle de rentabilité, on parle de l'intermédiaire d'assurance, du gestionnaire ou de l'assureur. L'assureur,
il ira guère au-delà de ce qu'il a actuellement dans le meilleur des cas, c'est-à-dire 97, à mon avis. Et c'est une excellente chose, parce que ça nous protège des GAFA. C'est-à-dire que l'assurance santé en France, elle a une orientation sociale, elle n'a pas une orientation financière. Donc 3% de rentabilité sur individuel, ça n'intéressera pas les GAFA. Merci. On vous remercie pour votre patience. On était en train de se dire que vous étiez vraiment très sympa. Alors, merci beaucoup.